J'ai plein de travaux à faire là, si tu veux. Oui. Ouais. Ah, c'est un peu grand. Pas pris les mesures. Ouais. Non, par contre, j'ai amené une scie. J'ai amené une scie. Non, pas de scie. Bonjour, bienvenue dans le numéro 11 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Christian, Bonjour. Daniel, Louis, Renaud, Bonjour. Patrick, Bruno, Damien et nous avons un invité spécial, monsieur Alain Schlockhoff. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Il faut parler dans le micro. Bonjour. Voilà. Alors Alain, est-ce qu'on peut encore te présenter? Bah pourquoi pas, oui. Tu es le donc, créateur de l'écran fantastique Oui, qui l'année prochaine fêtera ses 50 ans d'existence. oui, et son numéro 400 en septembre, oui, et 400, 50 ans enfin, j'ose pas le dire, mais bon, 50 ans d'existence, oui. Déjà Pourtant, Déjà, oui. Pourtant, tu fais pas ton âge. Merci, mais je suis un traitement. Très bien. tu nous donneras la recette. Alors Alain, ton premier souvenir de cinéma, c'est Le Monstre des Temps Perdus, Ah oui, Eugène Lourier. Apparemment, c'est le film qui t'a donné le virus. oui, enfin, dont je me souviens, je sais pas s'il y en a eu avant, mais en tout cas celui-là, oui. Je l'avais vu avec mon père en salle vers Pigalle, Le Monstre des Temps Perdus de Eugène Lourier, et j'étais terrorisé, complètement terrorisé, quand on voit le monstre qui surgit dans les brumes au pôle, et puis par la suite qui s'attaque aux gens et tout. Bon, aujourd'hui, quand on voit ce film, c'est un film dont les effets spéciaux d'animation ont été faits par Harryhausen et qui est très plaisant à voir et tout, mais à l'époque, je dois dire, honnêtement, le film faisait peur. En tout cas, il m'a fait peur. Et comment dirais-je, ce goût de la peur m'est resté. La peur au cinéma. Et parce que les émotions, quand on est enfant, évidemment, sont très fortes. Et j'ai voulu donc continuer tout au long de ma vie, d'ailleurs, comme tous les amateurs, je pense, à ressentir des choses très fortes, très violentes. Et j'ai vu après Godzilla, qui était inspiré par Le Monstre des Temps Perdus. Voilà. C'était une époque vraiment où les gens allaient au cinéma parce qu'il y avait une affiche qui les attirait et le public était assez, par rapport à aujourd'hui, assez naïf. Et c'est ce qui m'enchantait d'ailleurs. Et voilà, donc en fait, oui, j'ai été marqué par ce film de science-fiction avec monstres géants. Et j'ai une préférence pour les films de science-fiction, mais en général. Et c'est ce qui t'a donné donc l'idée de créer des fanzines dans un premier temps? Non, disons que j'aimais fabriquer, je me souviens, j'aimais fabriquer des magazines quand j'avais 8 ans. À l'école, quoi. Je faisais du copiage, etc. Je faisais un numéro, évidemment, en un seul exemplaire. Et j'avais une passion pour ça. J'avais une passion pour le cinéma et j'avais une passion aussi pour les publications, pour la presse, tout ça. Et je m'amusais beaucoup avec. Et de fil en aiguille, en grandissant, et bien, au lieu de faire un exemplaire, j'ai eu l'idée d'en faire plusieurs. Et donc, au début, bon, j'ai appris très vite à taper à la machine et donc je donnais ça à ce qu'on appelait des stencils à tirer quoi, dans une librairie qui faisait ça. Et puis après j'ai acheté mon premier duplicateur. Enfin j'ai rien acheté du tout. C'est mes parents qui m'ont offert un duplicateur que j'avais demandé quand j'avais 12 ans je crois. Et j'ai commencé à faire mes premiers fanzines vers 12 ans. D'abord avec une duplication à alcool et ensuite Dès qu'on parle d'alcool, alors Daniel
Mais bon, j'étais sobre quand même à l'époque. Et ensuite, mais dans une salle des ventes aux enchères, j'ai pu avoir ce qu'on appelle une Ronéo, pour rien. Et j'ai commencé vers 14 ans à faire en relativement grande quantité, des fanzines. J'avais une passion que j'ai toujours pour les fanzines. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y en avait un qui s'appelait Metaluna. Oui, bien sûr. Oui. Le Metaluna, c'était sur la science-fiction, avec hommage à Inoshiro Honda. Il y en avait un sur la littérature d'épouvante. Il y avait... il s'appelait je sais plus. J'en ai fait pas mal. Horizon du fantastique. Non, ça c'est après. Il y avait Crépuscule sur l'érotisme fantastique. Il y en avait plusieurs. Et à un moment donné, je voulais faire un fanzine qui s'appelait Ciné Monstre. Et en fait, on m'a dit à l'époque, en fait c'est Michel Caen, de Midi Minuit Fantastique, que j'appréciais beaucoup, qui m'a dit qu'il avait déposé le titre et je ne pouvais pas le prendre. Des années après, je me suis rendu compte que c'était faux. Mais enfin bon, donc j'étais un peu coincé et j'ai fait le numéro 2 de Mercury Bis qui était un petit peu une suite à Mercury, qui est un fanzine littéraire qui existe toujours, mais sous forme de revue aujourd'hui. Et j'ai fait ce numéro, et en faisant ce numéro, j'ai préparé un truc plus ambitieux que ces fanzines, et j'ai trouvé le nom, ça s'appelait Horizon du Fantastique. On a fait un numéro 1, alors c'était en juin 67, qui a beaucoup plu, vraiment. Ça faisait tiré à 400 exemplaires, je crois 120 pages. Il y avait aussi à nouveau la science-fiction japonaise que j'aimais. Et ça a tellement marché que dès le numéro 2, les finances ont été trouvées pour que dès le numéro 2, ça soit une revue imprimée, une vraie revue, et non plus un fanzine. Et donc voilà, chez Horizon Fantastique, c'était mon premier magazine. Quoi. Sérieux, on va dire. Oui, voilà. Sauf qu'il m'a échappé, parce que j'avais 18 ans à l'époque, et donc la majorité était à 21 ans, donc j'ai pas pu déclarer le titre que j'avais trouvé, etc. J'avais un associé qui lui l'a déclaré, s'il était majeur, il devait avoir 26 ans, je crois. Et au bout de quelques numéros, le magazine m'a échappé complètement. Et enfin, j'ai quitté le journal qui a commencé donc, en 67, qui a perduré jusqu'en 75. Et après avoir collaboré aux 4 premiers numéros, aux 5 premiers numéros d'Horizon du Fantastique, j'avais plus rien, en tant que revue, que support et tout ça. Puis j'avais envie quand même de continuer à me servir de ma Ronéo. Il fallait bien qu'elle soit utile à quelque chose, et puis de m'exprimer. Parce que les personnes qui font les fanzines, en fait, c'est des gens qui veulent absolument s'exprimer, quoi. Et moi, je fais pas trop de différence entre un fanzine, le professionnel, la passion est la même. D'ailleurs, John Carpenter, il avait commencé par faire des fanzines. Ah ouais. Joe Dante aussi. Et je lui avais commandé aux États-Unis à l'époque, il y a longtemps. Ouais. Je lui ai rappelé une fois quand j'ai fait un reportage avec lui. T'as gardé le numéro ? Il doit être quelque part chez moi, oui, 2 ou 3. Ah ouais. J'avais commandé des États-Unis. Et je sais plus, non. Et donc voilà, et je me suis remis j'avais fait une revue qui était devenue une revue imprimée, tout ça, bon, et je suis replongé dans le fanzina, mais avec plaisir, parce que c'est quelque chose que j'aime. Et à ce moment-là, j'ai cherché un titre que j'ai déposé pour pouvoir le garder, quoi. Et je tenais au mot fantastique, et je voulais un mot simple avant fantastique, et donc le mot le plus simple qui soit. J'ai pensé à écran, écran fantastique, et c'était en 69. Oui. J'ai recommencé à zéro avec un fanzine, et j'étais très content de le faire. Et le fanzine a pris de plus en plus d'ampleur. Il a été tiré à plus d'exemplaires. Je crois que les derniers étaient à 400 exemplaires.
ce qui est un peu 450, ce qui est la limite d'un fanzine, et avec une centaine de pages. Enfin, c'était un truc. Je l'avais mis en diffusion auprès de mes sociétés qui diffusaient des trucs fantastiques, des bouquins, des tas de choses. Et un jour, je leur demande comme ça, qu'est-ce qui marche le mieux chez vous? Et ils m'ont répondu l'écran fantastique. Et donc on s'est vu, on a parlé et tout. Mais finalement, d'un commun accord, on a décidé de faire une revue professionnelle de ce fanzine. Et donc, en décembre 70, est sorti le premier numéro de l'écran fantastique imprimé. Voilà. Décembre 70, c'est pas tout jeune. Oui, effectivement. Mais après, il s'est arrêté. Alors, on a fait une première série comme ça. Premier numéro était tiré à 5000 exemplaires. Le deuxième à 15 000 exemplaires. Le deuxième, c'était sur les vampires au cinéma. On a fait le premier dossier, la première film au monde sur le vampirisme au cinéma. Et puis après, il s'est passé diverses choses. J'ai repris en main le journal. Je suis devenu éditeur du magazine. Et ça a suivi tant bien que mal, quoi. Je suis pas très... Parce qu'après, en 1977, en fait, il y a le numéro 1. C'est le vrai grand décollage de l'écran. En fait, on peut dire que c'est vraiment le numéro 1. C'est vraiment le numéro 1. Alors, cela dit, j'avais fait avec un éditeur qui faisait une revue qui s'appelle Cinéma d'aujourd'hui, et on avait fait 2 numéros de l'écran, enfin un qui s'appelait l'écran fantastique et l'autre s'appelait Demain la science-fiction, sur la science-fiction au cinéma, qui avait cartonné et qui avait cette présentation là. Et donc je me suis dit que la présentation idéale pour l'écran, ça serait ça. Et en plus j'avais un maquettiste à l'époque qui travaillait qui avait fait Plexus et je sais plus quoi, enfin un maquettiste brillant qui travaillait dans ce format-là. Planète, c'était le maquettiste de Planète, qui était à l'époque une revue connue, quoi. Et donc on a choisi ce format. Alors là, c'était avec Hachette. Je me suis mis avec Hachette. Et ça a duré 3 ans. C'était un gros succès. Genre, on vendait à 80% le journal. Et pourtant, c'était un journal rétro. C'était un journal sur le passé, l'histoire et les thématiques du cinéma fantastique et de science-fiction. Ça plaisait beaucoup, moi ça me plaisait aussi. Hein. On a fait de beaux numéros, tant qu'à faire. Voilà. Et puis après, c'était un trimestriel. Après, on a eu l'idée. J'avais un ami qui s'occupait de la publicité pour moi, pour le festival de Paris du film fantastique que j'avais créé juste avant. En 72. 72. Et il me disait qu'il voulait faire l'écran avec moi. Et puis, on a décidé de transformer le trimestriel sur la rétro en un magazine sur le cinéma actuel, et bimestriel et mensuel. Donc, j'ai fait avec cet ami. Et voilà, et puis ça... c'était un peu dans la formule actuelle, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de pages. Il y a entre 130 et 150 pages. Bah aujourd'hui, le format déjà n'est pas du tout le même. Ça, c'est le dernier numéro. Qui est le 395, ça. Oui, tout à fait. Donc avant la fin de l'année, il y aura le 400e. Il y aura le 400. Et je suis le premier. Alors déjà, je me souviens, quand on avait fait 12 numéros, je crois, je les étalais par terre dans mon bureau. J'étais dans ma chambre. Mon bureau. Ouais, j'étais content, j'étais vraiment heureux. Je me suis dit, bon, peut-être ça ira au 20e, au 25e, je sais pas. Mais j'envisageais parce que c'était tout ce qui est presse, édition, était un dérivatif pour moi. À l'époque, je travaillais dans le cinéma, et la presse, c'était quelque chose de pure passion, mais à côté, quoi. Et jamais je pensais qu'on atteindrait ni 100, ni 200, ni 300, ni 400. Parce qu'à l'époque, est-ce que le festival était plus important pour toi ? Alors, dans mes activités parallèles à la presse, le festival était important. Il a commencé en 72 jusqu'en 89, et ça me prenait... Alors, j'ai toujours cumulé le travail, mais ça me prenait 6 mois par an en travail. Mais je faisais autre chose, plein d'autres choses en même temps. Je gagnais pas ma vie avec le festival. D'accord. Je gagnais ma vie en tant que programmateur de salles, en tant qu'importateur-exploitateur de films, en tant que distributeur, à un moment donné, je fais de la production, etc. Donc j'ai pratiquement... attaché de presse aussi.
Donc j'ai pratiquement tout fait dans le cinéma, sauf acteur et réalisateur. Tout le reste, je l'ai fait. Et je D'ailleurs, connaissais bien cet univers-là. C'est pour ça que quand j'ai fait mon festival, je savais comment, parce que ma spécialité, contrairement à tous les autres programmateurs en France, ma spécialité est de trouver les films à l'étranger et de les faire venir. D'accord. Aux États-Unis, en Angleterre, n'importe où, quoi. Et donc je savais comment obtenir les films, parce que je connaissais les producteurs. Il passait en premier chez toi, donc. Au Et festival. donc oui, et j'ai pu avoir dès la première année des films inédits, des avant-premières. La première année, on a eu le plaisir d'accueillir Peter Cushing, Ah oui, quand qui même. était mon acteur préféré, qui l'est toujours hein, d'ailleurs. Et c'était vraiment formidable de l'avoir. T'as des souvenirs avec lui? Plein, Ça bien doit- sûr, on s'est fréquenté pendant plusieurs années. On s'écrivait aussi. Et c'était quelqu'un d'exceptionnel, un super acteur, très doué, très talentueux, mais quelqu'un d'adorable, d'une très grande culture, d'une immense gentillesse. Ça va au-delà du terme d'ailleurs, je pense que c'est plutôt, on peut parler à son égard de bonté même. Et puis en plus, qui irradiait quelque chose quand on était en sa présence, on planait, quoi, en fait. Il dégageait tellement je sais pas comment exprimer ça, Une aura. une aura, merci, voilà. Exactement, il dégageait une aura qui fait qu'on était en état de grâce, en étant proche, en étant à ses côtés. Et tu as rencontré aussi Christopher Lee. Oui, plusieurs fois, et je l'ai invité 2 fois, je crois, Christopher Lee, qui était avec Peter Cushing, il faisait le tandem du cinéma d'épouvante anglais, parce qu'à l'époque, les gens allaient voir les films d'épouvante sur le nom des comédiens, des acteurs. Comme ça avait été le cas pour Lugosi, comme ça a été le cas pour Karloff et Chanet. Et là, c'était Peter Cushing et Christopher Lee. Et c'était un duo unique d'ailleurs dans l'histoire du cinéma. Et le bon et le méchant. Mais des fois, le bon était Cushing, mais des fois, c'était aussi le méchant. Et pareil pour Christopher Lee, qui était le méchant, et parfois aussi le Qui bon. parlait couramment français. D'ailleurs, je crois que tu as une anecdote. Tu as rencontré ta maman. La première fois qu'il a rencontré, c'est marrant ça. La première fois qu'il a rencontré ma mère, enfin je l'avais invité, alors je sais plus où c'était exactement. C'était la 2e, 3e année du festival. Et donc on se rend au festival avec Christopher Lee. J'étais à côté de lui et ma mère était là. Et ma mère est d'origine hongroise, elle était hongroise. Mais je n'avais pas dit du tout à Christopher Lee rien. Bon, et donc on voit ma mère. Et ma mère en français lui dit bonjour, comment allez-vous, ou en anglais, je ne sais plus. Et à ce moment-là, il lui répond, Christopher Lee, il lui répond en hongrois. Alors j'étais scié parce que franchement, Oui, t'es polyglotte. oui, mais il avait décelé dans l'accent de ma mère, elle était hongroise, et il parlait le hongrois, il lui répond en hongrois. Alors, c'est assez incroyable. Hein. Christopher Lee parlait, alors ma mère parlait 6-7 langues, et mon père aussi, et Christopher Lee parlait, je crois, 8 langues, à peu près. Et cette anecdote, oui, c'est vraiment... on était très surpris, quoi. C'était 2 caractères un peu différents, voire opposés, Christopher Lee et Peter Cushing, mais ils étaient les meilleurs amis du monde. Oui. Et Christopher Lee, j'ai plein de bons souvenirs avec lui. Il y a aussi Vincent Price, tu sais, que tu as reçu. Vincent Price, oui. Alors Vincent Price, j'étais à Cannes, au Festival de Cannes, je vais chaque année, et j'ai appris que Vincent Price était à Londres et tournait un film pour l'Amicus, enfin pas pour l'Amicus, mais pour le patron de l'Amicus, et Milton Subotsky, avec qui j'étais ami. Et donc, il tournait un film qui s'appelait Monster Club, un film à sketch avec John Carradine et Vincent Price, entre autres. Et j'ai pris l'avion de Cannes, je suis allé à Londres, et avec Alan Jones, qui organise le Fright Fest maintenant à Londres. On est allé sur le plateau du tournage du film. Mon but, c'était de convaincre Vincent Price de venir à mon festival, d'être l'invité d'honneur et tout. Donc, alors le film se tournait sous la direction d'un metteur en scène, Roy Howard Baker, que je connaissais parce qu'il avait eu le Grand Prix chez nous pour, je crois, c'est Asylum. Et donc on l'avait invité, etc. On l'avait rencontré à Paris, on lui avait donné son prix, il était très content et tout. Et c'est Roy Howard Baker qui tournait. Alors ça remonte à plusieurs années avant. Et là on devait être en 81. Et donc Roy Howard Baker, que je connaissais, le metteur en scène, Milton Subotsky, le producteur avec qui j'étais ami,
Et puis donc, ça s'est bien passé et Vincent Price, j'étais le voir, bavarder avec lui et tout ça, et puis il m'a dit ok. Donc il est Et donc il est venu, et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait aussi sur le tournage donc, John Carradine, Ah ouais. et qui a entendu ma conversation et qui voulait venir lui aussi au festival. Il était plutôt jeune déjà à l'époque. Non, il était plus tout jeune. Ouais. Il était plus tout jeune d'ailleurs. Le tournage était marrant. Et il était sympa le tournage. Mais quand les acteurs tournent un film, surtout en intérieur, il y a des traces à la craie, à craie blanche, pour indiquer les repères où ils mettent les pieds, où ils s'avancent et tout ça. Et donc j'ai vu John Carradine et Vincent Price tourner ensemble. Et le premier oubliait constamment ses repères au sol, donc il fallait retourner les scènes, je sais pas combien de fois, mais Vincent Price il est très sympa, très cool, et il le prenait bien, quoi, voilà. Et puis aussi Terence Fisher qui est venu au festival. Terence Fisher, absolument, qui a fait... c'est à lui qu'on doit le fantastique gothique anglais et les chefs-d'œuvre comme le Cauchemar de Dracula. Et d'ailleurs, quand c'était au Grand Rex, il y a une histoire drôle aussi. Tu vas demander d'éclairer Terence Fisher. Ah, c'était pas au Grand Rex, c'était au Palace. C'était au Palace. C'était au Palace. Oui, c'était au Palace, il y avait... Alors, c'était la première mondiale de Frankenstein et le monstre de l'enfer. Parce que j'ai entamé une collaboration de 20 ans avec la Hammer. C'est-à-dire, je présentais leur film en rétro, je présentais leur nouveau film, et plus que ça, comme j'étais importateur-exportateur, je vendais les films de la Hammer en Amérique du Sud. D'accord. Donc j'étais lié, enfin on est devenu amis avec Michael Carreras, pendant longtemps, qui était le patron de la Hammer, qui avait succédé à son père. Et oui, alors donc il y avait l'avant-première de Frankenstein, le monstre de l'enfer. Là, il y avait Peter Cushing qui était là. Il y avait Terence Fisher et il y avait aussi Michael Carreras qui était venu pour cette première. Et quand Terence Fisher s'est avancé sur la scène pour s'adresser au public, moi j'avais demandé à un technicien qui s'occupait de la lumière de mettre plein pot sur lui, qu'on le voit bien. Voilà. Puis il a compris tout de travers. Donc il a coupé Avec les publics, c'est ça? Voilà, alors, on voyait plus personne sur la scène. Voilà. C'était un peu gênant, ça n'a pas trop duré, mais bon, c'était un peu gênant parce que les gens applaudissaient, mais applaudissaient un fantôme. Et voilà. Et c'était vraiment. Ça a été super, on a accueilli beaucoup de monde au festival. Oui. Bon, Barbara Steele aussi, je crois. Barbara Steele, non. Non. Pourtant, tu l'as connue personnellement. Non, j'ai connu Ingrid Pitt. Ingrid Pitt. Qui était un petit peu comme, enfin pas comme Barbara Steele. Ce qui est pas mal non plus. Ce qui est pas mal non plus. Oui. Et Ingrid Pitt, c'est Vampire Lover, c'est plein de la comtesse Dracula, qui était une très belle femme d'origine polonaise, qui a d'ailleurs connu les camps de concentration. Oui, elle s'est échappée, voilà. Et puis. Des notes. C'est de tête. Et j'étais très lié avec Ingrid Pitt. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu une liaison. Ah, une liaison. Oui. Ah oui. Qui a duré 6 mois. Ah, c'est un scoop là, hein. Oui. Bon, Mais Barbara Steele, non, ça je laisse ça agréable. Donc que des bons souvenirs, quoi. Très bons souvenirs. Et je veux dire qu'organiser un festival, c'est bien parce que c'est comme un metteur en scène. Organiser un festival, c'est comme faire un film. On réunit plein d'éléments, voilà. Et puis après, on a la sanction. Le réalisateur, c'est voir si son film marche ou pas. Celui qui organise un festival, c'est voir si le film qu'on passe plaît ou pas. Quoi. Parce que bon, là, quand on voit le palmarès, il y a pas mal de titres. Mais le grand plaisir Il y a The Wickerman, Les Insectes de Feu, oui. Soudain les Monstres, Oui. Halloween de Carpenter, le premier Mad Max, X-Tro. Alors je dois dire que dans la sélection, on a montré les premiers films chinois, les premiers films fantastiques de Hong Kong, les premiers films des pays de l'Est, les premiers films australiens, les premiers films néo-zélandais, fantastiques. Moi j'adorais découvrir le premier film pardon ? Mexicain. Oui. Et les premiers films de Peter Jackson, de Sam Raimi, tout premier, hein.
Oui, Evil Dead 2. Et Evil Dead, le premier. Oui, Le premier, le 2 qui a gagné la licorne d'or. oui. Compris. Alors le premier film, je l'avais Evil Dead, je l'avais découvert dans un marché du film américain, qui s'appelle l'American Film Market, qui est à Los Angeles, enfin Santa Monica, c'est à côté, où j'allais, parce que pour avoir les films, je prospérais. Donc, soit les producteurs à Hollywood me faisaient des projections privées pour que je voie leurs films, ou alors j'allais dans les marchés du film, où là, comme tout le monde, je voyais les films, quoi. Et dans un American Film Market, je ne sais pas la première année d'ailleurs, c'est en 82 ou 81, j'ai vu Evil Dead, et que j'ai trouvé exceptionnel, quoi. Et en fait, le film n'intéressait personne. Parce que les professionnels, ceux qui achetaient tout ça, les distributeurs, ils s'y connaissaient rien en épouvante, en horreur, et ils n'étaient pas capables de faire le distinguo entre un bon film et un mauvais film. C'est vraiment des commerçants, tout ça, enfin bon. Et j'ai rencontré donc Sam Raimi, et puis son acteur principal, et Robert Tapper, qui avait produit le film avec lui. Et j'ai appris, là, ils m'ont dit qu'aux États-Unis, Evil Dead ne trouvait pas de distributeur. Ah bon? C'est-à-dire que le film ne pouvait pas sortir aux États-Unis. À ce moment-là, comme je connaissais à peu près tout le monde à Los Angeles à l'époque, notamment Evan Shapiro de Film Around the World, j'étais voir ce distributeur, producteur et distributeur. Je lui ai dit, voilà, il y a un film formidable, ça s'appelle Evil Dead, vous devriez le prendre et le sortir aux États-Unis. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai donc réussi à faire sortir Evil Dead aux États-Unis. Ah d'accord. C'est Sam Raimi, on peut le dire. Oui, et Sam Raimi m'en a été reconnaissant depuis. Voilà, on est amis, mais il m'en a été très reconnaissant parce que sans moi, le film ne sortait pas aux États-Unis. Il avait une petite vingtaine d'années. Il avait 20 ans, oui, Sam Raimi avait 20 ans. Et voilà, donc ça c'est un... Alors, présenter, faire venir des films pour lesquels on a eu le coup de foudre, c'est quelque chose de passionnant. Mais organiser un festival, c'est comme un peu le métier de journaliste. C'est bien aussi parce qu'on rencontre les gens, on rencontre les acteurs, les réalisateurs, etc. Il va aller au festival, les réalisateurs? Oui, bien sûr, tous. Bien sûr. Pas tous, mais on en a invité. Sam Raimi est venu 2 fois pour Evil Dead 2. Pour Evil Dead 2, il avait dit qu'il avait tourné une scène spécialement pour le public du Grand Rex. Un œil qui gicle comme ça. Peter Jackson, il avait 19 ans, je crois, 20 ans. C'était pour Bad Taste. Et Bad Taste s'est produit un truc assez exceptionnel, c'est la seule fois dans ma vie d'ailleurs. Bad Taste, parce que quand je vendais ou j'ai acheté un film, c'est un film que j'avais vu forcément, parce que le film me plaisait, je disais voilà, on va acheter ce film. Bon. Et Bad Taste, c'était au marché du film à Cannes, j'entre dans la salle, je ne connaissais pas évidemment Peter Jackson, et Bad Taste, je vois Bad Taste, au bout de 10 minutes, je trouve le film top, vraiment super, je sors de la salle et je vais voir un ami distributeur, je lui dis il faut absolument que tu achètes ce film. Et je suis retourné voir le restant du film en espérant ne pas être planté, en espérant que le film soit bien. Le film était bien, il tenait ses promesses, donc j'ai vu le film qui était vraiment très bien, Bad Taste. Je suis sorti de la salle, j'ai été voir mon ami distributeur, il m'a dit ça y est, j'ai signé, j'ai acheté le film. D'accord. Voilà. Alors t'as aidé aussi Peter Jackson alors oui. Quelque part. Oui. Alors Peter Jackson était venu quand on a présenté le film au festival après. Il était venu déguisé en monstre, tout ça, il avait un maquillage et tout ça, était très, très cool, très sympa. Ouais. J'ai revu dans des marchés ensuite Peter Jackson. C'était bien avant le Seigneur des Anneaux. Et quand il y a eu le Seigneur des Anneaux, j'ai voulu entrer en contact avec lui. Mais j'avais plus ses coordonnées personnelles. Et il y avait le barrage d'attaché de presse, ce qui fait qu'on a eu accès à plein de gens, mais pas lui. D'accord. On n'a pas pu passer le barrage des attachés de presse américains. D'accord. Moi j'avais 2 questions sur le festival, Alain. La première. Je pense qu'il serait quand même bien de dire de quel festival il s'agit, parce qu'on parle du festival du Rex, oui. Sans citer le Festival international du cinéma fantastique de science-fiction de Paris. Alors, le nom exact, le libellé exact, c'est Festival international de Paris de films fantastiques et de science-fiction. Ouais. Le Rex, je le précise, n'y est pour rien. Non mais je louais la salle. C'est pas le Rex qui a réalisé le festival. La première année, c'était à Nanterre. On dit pour simplifier Festival du Rex.
si on veut. Oui, oui. Mais le Rex, c'était une location. Oui, la première année, c'était au théâtre des Amandiers à Nanterre. Oui, je ne trouvais aucune salle à Paris. J'avais ce projet de faire un festival du film fantastique, le premier en France. Il n'y avait jamais eu avant. J'attendais que ce mois en 62, j'étais passé par hasard à Trieste en voyage avec ma mère et mon frère en 62. Et en 62, à Trieste, coup de peau, je tombe sur le premier festival du film de science-fiction au monde. C'était la première année. Et je vois ça, je trouve que c'était super. Parce que je m'étais rendu compte, j'ai toujours essayé de faire la promotion du fantastique et de la science-fiction au cinéma, et je me suis rendu compte qu'une revue, un magazine, tout ça, finalement, ça n'apporte, enfin, c'est pas que ça n'apportait rien, mais c'était pas assez fort. Ce qui pouvait lancer un genre, c'était les émissions de télé, c'était la radio, c'était la grande presse, tout ça. Et pour ça, il fallait un festival. Donc moi, j'ai attendu tranquillement qu'un festival ait lieu en France, où j'aurais été très heureux de participer en tant que spectateur, quoi. Et rien n'est venu. Donc en 72, j'ai créé le festival. Oui, je sais. Donc mes deux questions. Oui, pardon. Je t'en prie. Donc mes deux questions, c'était d'où vient pour toi, d'où est venu plutôt tout ce délire, et qu'est-ce qu'ils font là-bas, sur le festival, l'attitude du public et tout ce qui perdure maintenant. Alors il faut dire que moi j'ai eu l'idée, alors quand on a fait le festival, il y a plusieurs choses. D'abord, j'aime le public, étant programmateur de salle, plus il y a de gens, plus je suis content. Ensuite, on n'avait pas d'argent. Quand j'ai créé le festival, on n'avait vraiment pas d'argent, on n'a jamais eu de subvention, ni privée, ni publique. Donc c'est moi qui assumais le financement du festival. Oui. Alors ça a un rapport avec la salle, parce que pour rentabiliser le festival, qui coûtait cher, mais au début, il fallait qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, j'ai choisi des grandes salles, les plus grandes salles possibles. S'il y avait eu le Gaumont Palace, j'aurais pris à l'époque, et à un moment donné, j'ai failli le faire à Bercy. Donc, voilà. Et puis en plus, moi j'ai eu ça à Triel, je voulais faire un festival non pas pour Happy Few, mais pour le public, pour le grand public, voilà, public qui était privilégié. Donc on l'a fait dans de très grandes salles et on mettait de l'ambiance, enfin je veux dire... c'est ça dont je voulais parler. C'est un festival qui était fait avec le cœur, ouais. pour des gens qui aiment ça, par des gens qui aiment ça. Parce qu'en général, tous les festivals, Cannes y compris, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour la promotion d'une ville, Oui, bien sûr. ou la promotion d'une station. C'est ça la base de tous les festivals. C'est le cas d'Avoriaz, oui. Voilà. Nous, non. Nous, c'était vraiment des fans pour essayer de faire la promotion du genre en France. D'ailleurs, il y avait des queues énormes au Grand Rex. Oui, on a eu chaque année, on avait à peu près 30 émissions de télé, la radio, tout ça. Non, Je sais pas, pas la tienne, Daniel. De queue. Mais il est venu quand même au festival, Daniel étant petit. Je me souviens de lui enfant. Je crois que la grande soirée, je dirais, c'était celle où est passé Mad Max avec Vincent Price. C'était monstrueux. Alors Mad Max, ça fait partie des... Non, mais il y avait Mad Max et Vincent Price au programme. Le Rex, au même ce que soir. je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, le Rex faisait 3000 places. Enfin, 2007 me remplissait 3000 en mettant les gens sur les marches. Ouais. Bon. Mais pour certaines soirées, il y avait 7000 personnes dehors qui ne pouvaient pas entrer. C'était le cas le jour de Mad Max. Oui, et alors les gens marchaient, le boulevard était bloqué, le boulevard Bonne Nouvelle, je crois, qui longe le Rex, et les rues attenantes aussi, et les gens marchaient sur les toits des voitures pour essayer d'accéder à la salle. C'était de la folie. Et quand il y a eu Vincent Price, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu entrer, j'étais avec lui, on n'a pas pu entrer dans la salle. On ne pouvait pas, il y avait trop de monde. Et alors, finalement, il y a le Rex, dans le sous-sol, c'est très grand, très long, labyrinthique et tout. Il y a un immense couloir qui atterrit à l'autre bout de la rue, quoi. Et on a fait entrer Vincent Price comme ça, par une entrée secrète, tout au bout. Par les souterrains. Par les souterrains. Je me souviens. Et comme ça, il a pu entrer dans la salle. D'où vient la main sur la cuisse. En fait, c'est un vrai film fantastique, en fait. C'est une légende. Oui, bien sûr. Un montage odieux. Puis Vincent Price a une très bonne, c'est un professionnel, il a une très bonne, parce que bon, je présentais les gens sur la scène et tout, je les présentais, et puis je lui ai tendu le micro pour qu'il parle et qu'il adresse quelques mots au public, qui étaient venus nombreux, évidemment, comme toujours. Et à un moment donné, Vincent Price, il a laissé tomber son micro, il s'est avancé sur la scène pour serrer la main des fans, et c'était super. Les gens ont pu vraiment lui serrer la main et tout.
C'était un moment extraordinaire d'ailleurs. Donc ma deuxième question, Oui. c'était pour faire le lien avec les affiches qui sont derrière toi, et moi j'étais trop jeune malheureusement. Ça s'est passé comment avec Argento pour Suspiria? Alors pour Suspiria avec Argento, c'est une des plus belles soirées du festival. C'était en 77. Moi je connaissais Argento parce que, enfin je connaissais pas lui, mais je connaissais ses films, la trilogie L'Oiseau plage de cristal et les deux qui ont suivi. Je savais que c'était un très bon metteur en scène italien. Et je savais que le jour où c'était des thrillers, des giallo, quoi, thrillers italiens. Et je savais que le jour où il ferait un film fantastique, ça serait super. Et là, on parle de Suspiria. Et en fait, j'avais vu dans le Figaro une petite annonce, un petit écho plutôt, disant que Dario Argento tournait Suspiria, film fantastique. Je me suis dit, bon, vu le talent d'Argento, il me faut absolument le film pour le festival. Et donc j'ai contacté son frère Claudio au moment où le film se tournait. Et pour le faire venir au festival, les deux m'ont donné leur accord. Ils me connaissaient, ils connaissaient le magazine, tout ça, et ils connaissaient le festival aussi. Ils étaient enchantés. Donc j'aurais demandé le film pour le festival. Le festival qui n'est pas mentionné dans le catalogue, dans le programme du festival. Pourquoi ? Parce que un film appartient à son producteur dans le pays originel, mais quand il va à l'étranger, donc la France en l'occurrence, le propriétaire est le distributeur. Et à ce moment-là, j'ai appris que je n'aurais pas Suspiria au festival, puisqu'il avait été pris par un distributeur. Jacques Etienne, ouais. Et il n'était pas question que le film passe au festival, à mon festival. Alors j'étais vraiment désolé, bon. Et puis d'un seul coup, un soir, devant le succès de la manifestation, je crois que c'était la première année au Rex, il me semble, première année. 77, c'est la première année au Rex. Ouais. Donc, et devant le succès du truc au Rex, Jacques Etienne, donc le distributeur, vient me voir en milieu de festival et me dit, voilà, j'ai un film, Suspiria, j'aimerais bien le passer au festival si c'est possible. Et alors j'étais ravi parce que et je lui dis oui, bien sûr, mais il fallait le caser quelque part, on a déjà le programme qui était fait. Alors je crois que c'était parmi les derniers jours du festival, j'avais un classique qui était Les Sons de l'Infini. Donc on avait fait une soirée, parce que Les Sons de l'Infini, c'est un de mes films préférés. Et avec la Beta Luna, voilà, n'avait pas été montré au cinéma en France depuis très longtemps, vraiment. Et donc j'ai passé ce film et les amateurs de science-fiction, étaient venus pour voir Les Sons de l'Infini. Et j'ai passé Suspiria ce soir-là et j'ai inversé. C'est-à-dire que Les Sons de l'Infini, je l'ai passé l'an dernier. Et au milieu, j'ai passé Suspiria, que les gens ne connaissaient absolument pas. Et les gens ne connaissaient pas tellement Argento. Même si ces films avaient eu du succès en France, les gens n'associaient pas le nom du réalisateur avec les films qu'ils avaient été voir. Voilà. Et donc, je sais que Dario... Alors, je n'avais pas vu Suspiria. J'avais demandé en production, mais je n'avais pas vu. Et le matin de la projection, Dario, le film était en stéréo, super stéréo, il vient au Rex et il règle le son stéréo et tout, qui était impeccablement réglé, évidemment. Et donc le soir de la projection, alors j'avais invité Dario, qui était venu avec son frère Claudio, et avec une actrice du film dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus qui c'est. Non. C'est pas Stefania Casini, ou je sais plus, peut-être elle, qui était venue. C'est marrant parce que dans son livre, Dario Argento, il évoque ça. Et il était avec Daria Nicolodi, mais il était aussi avec Stefania Casini, c'est elle, peut-être c'est une autre actrice, enfin une actrice du film. Et je lui ai dit, c'est super qu'elle soit là, l'actrice, on va prendre des photos d'elle, etc. Et puis il dit, non, surtout pas, ma femme ne doit pas être au courant. Donc il n'y a aucune photo d'elle à l'époque, mais il l'évoque dans son livre. Parce que c'est du passé maintenant. Et Suspiria était extraordinaire, vraiment extraordinaire, plus avec le son. Alors c'est une copie anglaise qu'on avait, pas sous-titrée. Copie anglaise. Le film a plu énormément au public, évidemment. Et alors à la fin, Dario était excité comme pas possible, et il tenait pas en place.
Et il est allé à la fin, vers la fin du film, il est allé à l'orchestre comme ça, au milieu du public, quoi. Et quand le film est terminé, ils ont vu que c'était lui. Et il s'est passé ce qui se passe dans un match de foot quand il y a eu délire. Les gens l'ont porté vraiment à bout de bras, en triomphe et tout. C'était formidable. Et on a passé la soirée après, Dario, quelques jours du festival et moi, et au resto et tout. Et il était vraiment en transe, Dario. Il n'avait jamais eu un accueil comme ça pour aucun de ses films. Et c'était un moment vraiment formidable au festival. Ça a marqué les gens jusqu'à aujourd'hui. Et ça date de 77. Donc du coup, il était hors compétition, le film. Et il était hors compétition. De toute façon, moi j'ai passé d'autres films de Dario. Notamment, j'ai passé le film qu'il a produit, Zombie. Qui a été réalisé par Georges Romero, avec la collaboration artistique de Dario Argento et la musique du groupe qu'il avait révélé, qui est les Gobelins. Et Dario n'a pas voulu que je passe le film en compétition. Il n'aimait pas l'idée de compétition. D'accord. Alors je passais ces films en section informative, voilà, et en rétrospective aussi. Moi, j'avais discuté avec lui à l'issue de la projection à Cannes de Suspiria, la version restaurée. Et je lui ai parlé du Rex. Je lui ai dit que j'avais vu le film au Rex. Et il a littéralement explosé, quoi. Il m'a dit: ah, t'étais au Rex. Il dit: mais c'était formidable. Et il est parti dans une espèce de délire. Il en garde un souvenir. C'est l'accent italien que tu as essayé de faire là? C'était l'accent portugais. Matu était au Rex. Ça va, Daniel? Christian, tu veux nous parler de Cinérama? Oui, rapidement. Oui, pas très vite. Alors, Cinérama, c'est un anagramme de American. Non, on va aller un peu plus loin. Donc, il y a eu une conférence à la Cinémathèque il y a quelques semaines absolument passionnante sur le Cinérama. Je voulais revenir sur ce procédé. Qu'est-ce que c'est? Donc, on était en 1952. L'idée, c'était il y avait la concurrence de la télévision. L'idée, c'était de faire quelque chose qui impressionnait les spectateurs. Donc, monsieur Fred Waller, l'inventeur du Cinérama, a eu l'idée de faire un écran extrêmement large, incurvé, donc 146 degrés, incurvé de 146 degrés. Pourquoi? Parce que ça correspondrait à la vision humaine. Et de filmer avec 3 caméras qu'il allait projeter, donc avec 3 projecteurs. Donc on aurait un écran complètement... Si je vous dérange, vous me le dites. Hein. Pareil, je vous... Il a collé des pages. T'as des fuites. Donc là, on est en bouteillérama. C'est pas mal aussi. Donc l'idée, voilà, c'était d'avoir un écran extrêmement large, donc 3 caméras, 3 projecteurs, avec toutes les problématiques qu'il y avait de synchronisation des 3 images, et filmer avec des lentilles 27 mm qui correspondent à la vision humaine. Donc l'idée, c'était vraiment d'être devant un écran géant et d'avoir une vision qui correspondait à ce qu'on pouvait voir dans la réalité. Alors ce Fred Waller qui a inventé ça, en fait, avait fait quelques années avant des simulateurs pour l'armée américaine qui, paraît-il, ont sauvé des centaines de milliers de vies. C'était un écran hémisphérique avec le même procédé, avec 5 ou 6 caméras et projecteurs, et des pilotes allaient s'entraîner pour tirer sur des avions allemands pour avoir une impression de réalité. Ça va, Daniel? C'est passionnant. C'est Renaud. Par contre, Bref. tu as quand même oublié de préciser que Abel Gans avait déjà lancé Absolument. le procédé. Alors tout à fait. C'est pas la première fois qu'on faisait du triple écran. C'est la Polyvision d'Abel Gans qui a commencé. Il y a eu plusieurs procédés, effectivement, donc dans les années 40 avec ce truc hémisphérique. Mais c'est vraiment en 52 ils sont vraiment lancés à faire une grosse production qui s'appelle This is Cinérama. Voici le Cinérama, je crois en français, pour exploiter ça dans les cinémas. Alors l'idée, ça a été de faire un événement. Donc ça passait dans peu de salles. Et on voyait ça pendant des années. En 52, ça a été le plus gros succès du cinéma américain. Ça a été DC Cinérama qui passait que dans une salle à New York. Après, il y a eu des notions d'itinérants. Donc, le show passait, enfin les films passaient dans les différentes salles américaines. Ils s'équipaient, c'était un peu compliqué. Ça va, Daniel? Et ce qui avait également de révolutionnaire, c'était le son. Avant, on était à peine en stéréo.
Et là, c'était vraiment du 5.1, c'est-à-dire qu'il y avait des prises de son avec 5 micros diffusées. Ça va être dur d'être court. D'ailleurs, la caméra. Donc, donc, en plus d'avoir une image extrêmement large, extrêmement nette, puisqu'on avait 3 caméras, 3 projecteurs, en fait, il y avait un son aussi qui était vraiment tout à fait enveloppant. Donc on était complètement dans le spectacle. Alors l'idée, ça a été de faire principalement des documentaires. Parce qu'à l'époque, on voyageait pas beaucoup, on était en 1952, donc c'était très cher de voyager, les gens ne pouvaient pas prendre l'avion très facilement. Donc on découvrait, alors dans le premier film, ça a été l'Amérique, le Grand Canyon, etc. Et puis après, dans les films suivants, on a eu les 7 merveilles du monde, donc on voit le Taj Mahal. Alors c'est incroyable, on voit 15 personnes devant le Taj Mahal, c'était pas la foule monstrueuse d'aujourd'hui. Et comme ça, on pouvait voyager, ils ont été à la Scala de Milan, ils ont reproduit Aïda juste pour le Cinérama, donc ça a été vraiment spectaculaire. Alors, problématique technique, c'était 3 caméras, on projetait, il fallait synchroniser les trois images avec des procédés mécaniques pour éviter que ce soit trop, les raccords se voient trop, en fait. Donc c'était assez, on les voyait un petit peu, mais finalement ça ne gênait pas. Et par contre, il y avait des trucs qui étaient difficiles à faire, c'était des panoramiques, ça se voyait trop, il y avait des décalages et impossibilité de zoomer. Donc il y avait des contraintes techniques. Mais malgré tout, on arrivait à avoir un spectacle phénoménal puisque les gens adoraient ça complètement. L'idée, c'était un sentiment complètement d'immersion dans l'image. D'ailleurs, la première scène du premier film Cinérama, c'est un roller coaster qui a été filmé. Et on est dans la cabine du roller coaster, on monte et on se paye tout le roller coaster pendant 3 minutes. Et les gens hurlaient dans la salle. C'était vraiment... on s'y croyait complètement, quoi. Alors, il y a eu quelques documentaires, et puis après, il y a eu des films de fiction. Mais l'idée du Cinérama, c'était vraiment de mettre... Alors, il y a toujours la forme et le fond, et l'idée, c'était plutôt que d'aller voir une histoire, on allait voir le Cinérama. Donc, l'important, c'était le procédé, et on allait voir quelque chose au Cinérama. C'était pas d'aller voir un film, comme aujourd'hui, on peut aller le voir dans une petite salle ou une grande salle. Alors, il y avait des metteurs en scène super connus. Le premier film, c'est This is Cinérama. Il y a Merian C. Cooper, donc un des co-réalisateurs de King Kong, qui a filmé une partie de This is Cinérama. L'autre, d'ailleurs, Ernest Chonsak, a aussi participé, et il n'est pas crédité. Donc il y a comme quelques pointures. T. Garnett, le metteur en scène de Facteur, Sonne toujours 2 fois, a co-réalisé aussi un des films Cinérama. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faut se renouveler, on va faire des films de fiction. Donc là, il y a eu 2 très très grands films. Il y a eu La Conquête de l'Ouest, co-réalisé par John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, il y a John Wayne, enfin il y a tout le gratin du cinéma cow-boy américain à l'époque. Avec des trucs incroyables, c'est-à-dire que comme les metteurs en scène voyaient, notamment John Ford, ça l'énervait, lui, toutes ces contraintes techniques, bah, si vous regardez le film, il met par exemple des arbres là où il y a le raccord. Des 3 écrans pour masquer les raccords. Donc ils avaient intégré les contraintes du Cinérama pour faire le film, quoi. Et puis il y a un autre film, on en parlait avec Bruno, qui est mythique, c'est en France ça s'appelle Les Amours Enchantés, donc c'est le monde merveilleux des frères Grimm, qui est le seul qui n'est pas ressorti, donc on n'a pas une copie très très belle, mais qui a été l'autre grand film de fiction, c'est Henry Levin, c'est ça, hein, ouais. Qui est l'autre grand film de fiction du Cinérama, quoi. Alors après, bon bah, ça a duré entre 52 et 62, il y a eu 10 ans d'hégémonie, ça a été vraiment fabuleux. Et puis bon, ça s'est un petit peu tari parce que les majors n'ont pas voulu adhérer au Cinérama. Eux, ils ont développé le cinémascope, qui était beaucoup moins cher à développer, beaucoup moins de contraintes. Le truc incroyable, c'est que, vous savez combien il fallait de personnes pour projeter un film Cinérama ? Il fallait 5 personnes. Il y avait 3 cabines de projection, une par projecteur, donc 3 projectionnistes, un mec qui s'occupait du son parce qu'il y avait une bobine son, et puis une sorte de chef d'orchestre qui s'occupait de tout synchroniser. Il y avait des trucs, les films cassaient souvent, donc il y avait un film spécial qu'on projetait en 35 mm avec le présentateur qui disait « Nous avons une contrainte Cinérama », et les mecs se dépêchaient de recoller la bobine, ils avaient 10 minutes pour tout réparer. C'est absolument incroyable, donc c'était vraiment Bon, il y a une dizaine d'années vraiment fabuleuses. Et puis bon, c'est mort, ça coûtait cher, c'était complexe, et puis le cinémascope a dit bah nous on fait presque aussi bien. Donc il y a comme une deuxième vie du Cinérama, c'est qu'ils ont pris des films en 70 mm qu'ils ont projetés, donc tournés, je dirais avec une seule caméra, qu'ils ont projetés à la mode Cinérama. Il y a eu 2001 Odyssée de l'espace, il y a eu Grand Prix de Frankenheimer, il y a eu Khartoum, il y a eu Destination Zebra, il y a eu Krakatoa à l'est de Java, et c'était un grand spectacle, mais
l'image n'était pas aussi nette, parce que là on n'avait qu'un seul projecteur, qu'une seule pellicule. Alors aujourd'hui, on peut voir ces films en très très bonne qualité. Il y a une compagnie qui s'est chargée de restaurer tout ça. Ils ont retrouvé les masters dans un container avec des films complètement pourris. Ils ont passé des années à restaurer les couleurs, etc. Il y a un éditeur que tu dois connaître, Bruno Flicker-Alley, spécialisé dans les vieux films, les films muets, qui a tout réédité. Donc aujourd'hui, on trouve tout en Blu-ray américain. Alors je ne sais pas si c'est zoné. Et alors, ils ont eu l'idée géniale. Tu sais, non? Ouais. C'est pas zoné. C'est pas zoné, voilà. C'est vraiment. Voilà. Donc, si vous les voulez, c'est chez Metaluna. Hein. Ils ont eu l'idée géniale de mettre les films en Blu-ray en smilebox. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un écran rectangulaire, il est allongé comme ce qu'on voyait au cinéma. Alors, c'est un peu bizarre les premières minutes, mais si vous avez un grand écran, vraiment une grande taille d'écran télé, qu'on n'est pas trop loin de l'écran, c'est absolument spectaculaire parce que finalement l'image elle est un petit peu déformée sur les côtés, on va l'agrandir sur les côtés. La Conquête de l'Ouest chez Warner, c'est absolument spectaculaire. Les deux versions. Il y a les deux versions sur la Conquête de l'Ouest. Par contre, tous les autres sont vraiment uniquement en smilebox. Et moi je l'avais vu à l'époque juste en normal, bon c'est pas mal, mais alors grand écran smilebox c'est juste absolument spectaculaire, donc c'est à voir. 2 films sont sortis en France, en Blu-ray français chez Bel Air, tout petit éditeur qui sort des opéras. Il y a This is Cinerama et Windjammer, qui est un voyage en bateau qui est absolument spectaculaire. Et sinon, tous les autres sont sortis chez Flicker-Alley. Et récemment, ils ont sorti aussi un film qui s'appelle Holiday in Spain, qui était un film au Odorama au départ, qu'ils ont recyclé pour le Cinérama. C'est un voyage touristique en Espagne avec un mystère à la clé. Bon, c'est un film de fiction, mais qui est plutôt pas mal à voir. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil sur ces Blu-ray. Dernière chose, alors, il y a un documentaire absolument fondamental si vous avez le Blu-ray de la Conquête de l'Ouest, ça s'appelle le Cinerama Adventures, ils l'ont mis en bonus sur le Blu-ray de la Conquête de l'Ouest. Ça dure 1h30, il y a toute l'histoire du Cinérama, c'est absolument passionnant, c'est vraiment à voir. Alors si vous voulez voir des films Cinérama en salle, c'est aussi possible. Il y a 3 salles dans le monde qui les passent de temps en temps. Il y en a 2 aux États-Unis, une à Seattle qui s'est vraiment dédiée à ça. Donc ils font des festivals où ils repassent les films plutôt en numérique d'ailleurs. Il y en a une, le Cinérama Dome à Hollywood, et il y a une salle en Angleterre à Bradford, un petit patelin, qui s'est consacrée à ça. Alors c'est un peu compliqué parce que le Cinérama, l'écran, c'est pas un écran tendu parce que les 3 projecteurs faisaient que l'image se réfléchissait, donc c'était des fines lamelles de 2 cm qui étaient tendues comme ça l'une après l'autre. Il y en avait des milliers. Ils ont reproduit cet écran dans ces salles-là, et donc on a cette luminosité qui est vraiment inhérente au Cinérama, quoi. Donc voilà. Et puis l'héritage, pour finir, l'héritage du Cinérama, c'est quoi? Les écrans incurvés qu'on trouve dans nos fabricants de télé, hein, voilà, ça vient de là. L'IMAX, c'est vraiment le descendant de Cinérama. Si vous voulez voir un film être immergé dans l'écran, c'est l'IMAX. Et puis le 5.1, voilà, le son 5.1 qui pour nous est une banalité, ça a été une invention du Cinérama. Donc voilà. Très bien. Daniel, pareil. Oui, donc, oui, chef. Oui, ça va. Oui, c'est à moi. Moi, je voulais vous parler d'un bouquin qui vient de sortir en France. C'est le premier livre français sur le réalisateur Todd Browning, qui est le réalisateur, entre autres, du Dracula de 1931 avec Bela Lugosi, et du film Freaks, tourné avec des vrais phénomènes de foire. Voilà, donc le livre s'appelle Todd Browning, Une vie avec les Freaks. Et mon sentiment est un petit peu mitigé, parce que le livre est pas très bien écrit, il faut bien le reconnaître, et surtout épouvantablement mal traduit. Donc ça fait quand même deux points négatifs. Bon, le côté positif, c'est que c'est le premier et unique livre en français sur ce réalisateur incontournable. Et bon, il y a quand même des choses très intéressantes, et le livre vaut quand même la peine d'être acheté. Mais il y a une grosse... Bon, le gars qui a écrit le bouquin
passe assez rapidement sur, en fait, sur la bio de Browning et consacre une belle partie du livre sur, donc à Fricks et au tournage. Et à la fin du bouquin, il y a une vingtaine, même une bonne trentaine de pages qui reproduit les dialogues du film, ce qui n'est pas la partie la plus intéressante. Donc je pense qu'il vaut mieux revoir le film, comme ça. Ouais. Et voilà, donc c'est... voilà, j'ai terminé sur ce livre qui aurait pu être plus intéressant. D'accord. Voilà. Il y a un Très super intéressant. bouquin. Tu l'as bien vendu là. Bah, Il y a un super bouquin sur moi, je parle de quoi Browning, oui. ouais, de David J. Scal, qui est En Mais anglais. qui n'a pas- En anglais. qui est en anglais, qui s'appelle Dark Carnival. Alors Louis. J'ai pas lu celui-là encore. Mais bon. Moi je parle de quoi alors? Je pense exactement pareil que Daniel, ce qui est assez rare pour le bouquin sur Browning. Ça a été écrit par un mec bizarre et traduit vraiment bizarrement, quoi. Donc en fait on n'a pas le temps de respirer. Contrairement à la bio l'autobio d'Argento dont on parlera plus tard, Bruno, dans celui-là c'est vraiment un catalogue. Alors, voilà, c'est très informatif, mais c'est chiant. Moi j'avais parlé d'un film dont le titre m'a été suggéré, original par Damien Tavar, je crois, de Brian Usna, 3D, Deep, comment tu dis, Amphibious 3D. Donc un film de Brian Usna, étonnant dans sa filmographie, c'est la 2005, c'est un film tourné en Indonésie avec des moyens indonésiens et des caméras indonésiennes, j'en ai peur. C'est un véhicule pour la 3D foireuse, à peu près équivalente à celle de Vendredi 13-3, en gros. Et donc voilà, donc d'après, je sais pas si c'est Bruno d'ailleurs qui me disait que Usna n'était pas content du film, mais en fait le film est pas, on dirait un téléfilm un peu assez peu réussi, mais où on retrouve quand même la patte de Usna qui est quand même un mec un peu déviant, on va dire ça, par moment. Donc c'est pas chiant. Après, on peut s'en passer. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est bas dans la carrière de Usna. C'est bien vendu, ça. Voilà. C'est bien. Moi, je suis pas là pour vendre, on me donne rien gratuitement en fait. Non, c'est beaucoup moins bien. Je vais essayer de vendre un peu mieux Black Book que j'ai vu il y a 2 semaines. C'était le retour de Paul Verhoeven. Excusez-moi, messieurs. C'était le retour, donc Black Book, c'était le retour de Paul Verhoeven après son intermède, enfin qui était quand même un gros intermède aux États-Unis. Il avait fait Starship Troopers, il avait fait L'Homme sans ombre, qui n'avait pas été super bien accueilli, je crois, ni par la critique ni par le public. Et donc il décide de refaire un film en Hollande, qui est un film de guerre, malgré tout. Ouais, je suis désolé, un film. Et un film qui est porté par Carrie Van Houten, qui est une actrice, qui est vraiment une actrice charmante. Et donc elle joue le rôle d'une résistante qui séduit un officier nazi, aller dans la résistance afin de soutirer des renseignements qui pourraient justement aider la résistance hollandaise. C'est un film qui a coûté très cher, je crois que c'est une des plus grosses productions hollandaises, et ça le reste certainement d'ailleurs. Et Carrie Van Houten, c'est une grosse production. Non. Et en fait, c'est un film qui est assez long, qui doit faire 2h15, 2h20. Il se passe plein de choses. On passe dans plusieurs émotions. Et également, en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on croit être... Il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant. C'est-à-dire, il y a tellement de rebondissements qu'on peut reconsidérer les personnages principaux d'une minute à l'autre dans le film. C'est pas du tout cartésien. C'est pas... Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment un très bon film de Verhoeven, c'est certainement peut-être même, je crois que je l'ai quand même préféré à Elle. Pourtant j'avais bien aimé Elle, mais celui-là il m'a encore plus épaté par sa maîtrise scénaristique, la mise en scène, je trouve ça vraiment très, très beau, quoi. Donc je l'ai vu en DVD pâté. Je sais qu'il existe un Blu-ray, mais je crois qu'il Blu-ray, mais qui est au mauvais format, qui n'est pas au bon format. Oui, c'est vrai, il y a un problème de format. Oui. Mais ceci dit, l'image du DVD est très très bien. Très bien, merci. Alors, tiens, Bruno, ça applaudit pas beaucoup. Tu veux nous parler de l'autobus? Allô. Oui, on a oublié de vous dire qu'on a un public aujourd'hui. Si on peut filmer le public rapidement. Là-bas, et là-bas. Ils sont là-bas. Voilà, merci. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont venus en force. Alors Bruno, tu vas nous parler
Quoi Ça va, je te réveille aussi. Je vais parler du livre de Dario Argento, par Dario Argento, son autobiographie, qui vient d'être traduite en France chez Rouge Profond, qui est un livre fabuleux parce que en fait, ce que Dario raconte, c'est réellement sa vie depuis son enfance et toutes ses influences et toutes ses connexions par rapport à son cinéma, plus que le tournage de ses films. Et c'est super passionnant, quoi. Alors après, il est relativement affabulateur par rapport à certaines choses, mais finalement, ça transparaît assez peu. Et c'est hyper bien traduit, hyper bien écrit, lisible carrément comme un thriller. Si on s'intéresse à Argento, c'est carrément passionnant, quoi, de voir à quel point les connexions se font entre sa vie, son enfance, la relation avec sa mère et son père, etc., et tout ce que ça a pu engendrer à travers son cinéma, quoi. Voilà. Donc c'est sorti sur Rouge Profond. Ça a été épuisé à un moment donné. Ça a été tout de suite épuisé. Ouais. Le bouquin est hyper bien traduit a priori, hein, même si je lis pas l'italien, mais toute évidence c'est très proche du texte d'origine. Et là il va être édité, quand vous verrez cette émission, il sera réédité. Et Dario sera de nouveau en France, pas ici malheureusement, mais enfin pas à Métalina du moins, le 27 et le 28 avril. Voilà. Au Forum des Images et dans une librairie et à la maison italienne, enfin, etc. pour la promotion de son bouquin, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Voilà, après, on aime ou pas Dario Argento, mais à travers ce bouquin, qui a un seul inconvénient quand même, il faut le souligner, pour les gens qui n'ont pas vu ses films ou pas vu tous ses films, c'est quoi ça? C'est des mains lourdes entre eux. Faut pas faire attention. Systématiquement, parce que ce bouquin est écrit pour les gens qui aiment son cinéma et qui ont vu ses films, c'est truffé de spoil, quoi. Donc pour tous les films, on sait qui est le meurtrier et pourquoi il l'a amené de cette manière-là. Et donc il vaut mieux avoir vu les films avant, forcément. Est-ce qu'il doit rendre le livre plus intéressant par contre? Ben écoute, quand tu es fan d'Argento, tu as vu ses films, tu hallucines à chaque détail de sa vie privée qu'il met en avant et des choses dont il n'avait jamais parlé, qui déterminent en fait plein de choses dans son cinéma, quoi. Donc il a une bonne excuse pour avoir tourné Dracula 3D. Et alors j'en suis pas là, alors justement pour faire le lien, parce que j'ai essayé de le lire avant la fin de l'émission, mais comme souvent le soir je suis fatigué et j'en suis pas encore au bout. On se demande pourquoi. Juste en travaillant. Donc j'en suis à la moitié, donc j'en suis pas à Dracula. Mais apparemment il s'étend quand même, j'ai pas encore lu la fin, mais il s'étend principalement, de toute façon il parle pas réellement de la mise en scène de ses films et des idées qui l'ont amené à faire tel ou tel film, mais plutôt de sa vie privée, quoi. Donc évidemment, elle est plus intéressante liée qui a soufflé. C'est lui. Donc c'est forcément plus lié, on va dire que c'est vraiment passionnant jusqu'à Ténèbres, et c'est là où j'en suis. Après, j'ai pas lu, mais on verra. Mais Louis a lu jusqu'au bout, apparemment, il pourra nous dire la suite. Évidemment, après, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, moi je vais vous parler de Johnou. Rapidement. On va essayer, quoi. Ouais, tu voulais faire un commentaire peut-être, Louis, sur le livre, non? Pour répondre à la question, c'est Christian qui a demandé s'il avait expliqué pourquoi il avait fait Dracula 3D. C'est toi. En fait, donc moi j'ai lu toute l'autobiographie. Effectivement, il s'étend plus sur les films importants, mais pour lui, ce qui ressort de la lecture globale du bouquin, c'est que pour lui, il n'a pas un de ses films qui a une valeur plus élevée qu'un autre, en fait. Alors, est-ce que c'est une sorte d'auto-censure, d'auto-nivellement par le bas pour dire ce que j'ai fait après Suspiria est aussi bien que ce que j'ai fait avant, ou pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucun film qui renie, et il n'y a aucun film dont il dit ça aurait dû être autre chose. Sauf un qu'il a tourné aux États-Unis, un de ces derniers, je ne sais plus lequel, parce que c'est des problèmes de production et de distribution américaine. En fait, les Américains foutent souvent la merde. C'est ça le truc. Est-ce qu'il parle de la drogue Oui. Et finalement, non, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que les trucs qu'il aborde le plus dans le bouquin, c'est son enfance, ses influences,
et les premiers ressentis qu'il a eus jusqu'à l'époque où il a été journaliste avant de faire des films, et ses relations avec les femmes. Voilà. Et c'est ça dont il parle le plus. Mais après, oui, effectivement, tout le monde sait très bien qu'évidemment ses meilleurs films ont été sous influence, comme on dit. Ça, il en parle relativement. Il en parle, bien sûr, mais relativement peu. D'accord. Mais je peux te dire un truc, parce que je suis ami avec Dario, et en fait, il considère ces films, pour répondre à la question, comme autant d'enfants. Donc on ne va pas préférer un enfant à un autre. On ne va pas dire du mal d'un enfant. Voilà. C'est un peu Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour la sortie de Peltz, son deuxième épisode de Master of Horror, que moi je trouve très mauvais personnellement. Et effectivement, avec lui, le dialogue est impossible parce qu'il considère que, étant donné que c'est un cinéaste et que la création est évolutive, que chacun de ses nouveaux films, bons ou mauvais, et c'est à nous d'en juger éventuellement, est forcément le meilleur et le plus intéressant parce que c'est celui qui vient de réaliser. Et donc évidemment, c'est impossible d'en parler avec lui parce que quand tu vois Peltz, tu te dis ouais, Suspiria est bien loin. Il est absolument pas objectif. Non, strictement pas. D'accord. Moi j'aime bien. Patrick. Oui. Alors je vais parler assez rapidement de Jono. Voilà. Je vais parler surtout de un film. C'est Volte-Face, Face Off, 1997, qui pour moi et pour beaucoup son meilleur film de sa carrière américaine. Ouais, moi j'aime beaucoup Volte-Face. Je trouve qu'il a la forme d'un James Bond. Il est au même niveau de la réalisation, de la virtuosité technique. Et le thème est vraiment intéressant. Les acteurs sont top. Et moi je trouve que c'est vraiment un excellent film, Volte-Face. Voilà, donc on va passer, je dirais, bon, il a fait plusieurs films ensuite, en fait 2. Et quand les films sont assez moyens, il décide de retourner en Chine populaire pour faire Les Trois Royaumes, la fameuse grosse production chinoise qui est la plus grosse production et le plus gros succès également en Chine populaire. Donc voilà. Il va pas revenir aux États-Unis, non? Non, il est plus revenu aux États-Unis, donc c'est terminé. Bon, il a été producteur de plusieurs films et tout ça. Je dirais qu'ils sont faits aussi aux États-Unis, mais lui personnellement, non, je crois que Jono, va terminer un peu sa carrière sur Les Trois Royaumes. Je pense pas qu'il puisse nous faire un nouveau grand film de la grande période Jono, mais bon, on peut être surpris. Et puis on attend il a quel âge il est né en 46, donc. Ça fait pas mal d'années. 72 ans. 72 ans, voilà. Donc bon, on peut faire des grands films à 72 ans encore. Absolument, Spielberg. Ouais, et puis Clint Eastwood. Oui, Clint Eastwood. Manuel de Oliveira. Qui Manuel de Oliveira. On ne se moque pas de Manuel d'Oliveira, s'il vous plaît. Il y a pas longtemps. Voilà. Je voulais dire qu'à une époque, The Killer, il devait avoir un remake américain qui s'est jamais fait. Ah oui, ça va mieux. D'accord. Voilà. Une anecdote sur Jono, on me demande souvent aux réalisateurs qui les inspiraient. En fait, le réalisateur préféré de Jono, c'est Melville. C'est quand même étonnant pour un réalisateur chinois. C'est pas si étonnant finalement quand tu vois. Quand tu vois ces films, quoi. Surtout le samouraï. Le samouraï, oui, bien sûr. Et Alain Delon, qui est une idole en Asie. Absolument. Damien. Ah oui, merde, Damien. T'es là, Damien? Ça va? Oui, Damien va nous parler des Tuches 3. Écoute, je pourrais, comme j'ai encore parlé de série B, ça pourrait presque, ou de Z même. Non, quand même pas. Non, je vais vous parler d'un petit film qui s'appelle Crawl or Die, qui a été réalisé en 2014 par Oklahoma Award. En 3 mots. Un film qui a été produit pour $12 000, qui est une sorte d'aliens qui se passe uniquement dans des tunnels et des conduits. Le film démarre sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire qu'on n'introduit pas l'histoire, direct on est dans le feu de l'action, caméra à l'épaule, des GI qui entourent des civils, qui courent, qui hurlent, ça tire dans tous les sens dans une forêt. Tout d'un coup ils trouvent au milieu d'une forêt une trappe, alors ils ouvrent la trappe et ils descendent, on se retrouve dans des sous-sols incroyables. Peu de temps après, il y a un flashback de 2 minutes très efficace qui va nous raconter un peu l'histoire, où il y a leur supérieur qui leur donne leur mission, et en fait c'est une bande de GI donc, qui doivent emmener la dernière femme fertile de Terre vers Terre 2, une planète que les humains essayent de réhabiliter pour faire en sorte qu'elle soit vivable comme la Terre, puisque la Terre on va devoir l'abandonner, et donc ils doivent emmener cette femme sur Terre 2 qui est considérée comme une planète bleue, c'est-à-dire une planète totalement pacifiste, où il n'y a aucun danger dessus, sauf que de toute évidence les GI ont été poursuivis par des bestioles.
Et et dans ces sous-sols, en fait, les sous-sols ne sont constitués que de tunnels, de conduits qui vont progressivement rétrécir, devenir de plus en plus petits, exigus. Et ils sont poursuivis par des bestioles. Alors il faut savoir que c'est un film où il ne se passe quasiment rien. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on est complètement dedans, parce qu'il y a une très très bonne ambiance, une très bonne tension. Le danger n'est pas tant les bestioles en fait qu'en effet l'environnement qui rétrécit de plus en plus. Je pense que l'actrice sur les derniers jours de tournage en a vraiment chié quand on voit dans quel genre d'endroit elle doit se faufiler vers la fin, tout en ayant des créatures extraterrestres qui la poursuivent. C'est un film personnellement que je salue parce qu'il est très très malin. Il a quand même été réalisé j'ai envie de dire en adéquation avec son budget. C'est-à-dire que souvent les gens qui se lancent dans le petit budget comme ça, quelle que soit la somme d'argent dont ils disposent, vont essayer de faire un film vraiment avec une multiplication de personnages et une multiplication de lieux. Et là, tout a vraiment été très très bien pensé pour s'adapter au peu de moyens dont ils avaient. Et le côté où le décor est en quelque sorte plus menaçant que ce qui les poursuit fonctionne vraiment très 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 bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie sensation de claustrophobie pour ceux qui n'aiment pas se retrouver dans des endroits clos, vraiment très très étroits. Ouais, ça fonctionne très très bien, vraiment. C'est un film qui marche vraiment sur l'ambiance, la tension, le stress. Il y a plein de clins d'œil, hein. Le réalisateur est de toute évidence fan d'Aliens, de Tank Girl aussi, puisque le personnage principal est joué par une fille qui s'appelle Tank dans le film, avec la même coupe de cheveux, le même style de tenue vestimentaire, le même côté badass bourrine, un peu barjot. Et d'ailleurs ils sont trois à avoir tout fait sur le film, hein. Le réalisateur, l'actrice principale et le personnage qui a fait la personne qui a fait les effets spéciaux et qui joue la créature, ils ont tout fait à eux trois en fait, hein. C'est-à-dire ils ont fait le montage, ils ont fait la lumière, jusqu'au moindre décor, c'est eux qui ont tout fait. C'est vraiment un tout petit film et d'une efficacité redoutable. On peut le voir comment ? C'est disponible en DVD zone 1. Alors par contre, bien sûr, comme souvent sur ce genre de film, il n'y a pas de VF, pas de sous-titres français, il faut quand même comprendre un minimum l'anglais pour le suivre, même si c'est un film qui est très très limité en dialogue, vraiment tout va jouer sur les personnages, le décor, la mise en scène qui est très très bonne, les cadrages sont très bien pensés, vraiment tout a été fait pour nous plonger vraiment avec les personnages dans ce décor très particulier. Il est de quelle année ce film ? 2014. La vie c'est 2014. Écoutez pas. Et comment il s'appelle ? Et c'est vraiment un film que je recommande. Tu peux rappeler le nom ? Ça s'appelle Crawl or Die. Ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai vus récemment dans les films à petit budget, vraiment. Rampe ou crève. Voilà, c'est ça. Le film s'appelait à un moment Crawl Beach Crawl, qui était un peu moins élégant. Je pense que Crawl or Die, ça marche mieux en effet. Après, il y a un petit bémol, c'est que ça se déroule quand même dans des couloirs donc éclairés à la lampe torche. Donc ça peut nuire parfois à la lisibilité de l'action, c'est un peu dommage, mais ça n'empêche en rien d'être dedans et d'apprécier le film, vraiment moi à 100% en tout cas. Je suis vraiment à fond dessus. Ok, très bien. Alors moi je vais vous parler de Ciné Bazar. Ciné Bazar, c'est une revue généraliste. Et en fait elle vient d'éditer 2 livres. En fait c'est une compilation d'interviews donc, qui ont été publiées dans la revue. Et quand on voit justement la liste des interviewés, c'est assez impressionnant parce qu'on retrouve Dario Argento, Joe Dante, Jack Schuldder, Paul Verhoeven, Joseph Zito. En fait c'est vraiment très très éclectique et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est édité par un petit éditeur, Leitmotiv. On peut le dire, non ? Donc je vous le conseille parce que en plus ça se lit très 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 vite. C'est des entretiens courts Ça dépend, il y a des entretiens très courts, il y en a d'autres qui sont... Sous forme d'interview. Oui. Comment ça va ? Merci de travail. Des interviews, d'ailleurs il y en a une que j'ai beaucoup appréciée, c'est l'interview du réalisateur de Thriller, le film avec la suédoise Christina Lindberg. C'est une interview complètement allumée quoi. Donc c'est pour comment dirais-je, ce sont des interviews repris du magazine, de la revue. Oui, tout à fait. C'est une revue que j'aime beaucoup, que je lis. C'est une compilation. Oui, c'est une revue que j'aime beaucoup, que je lis. Ouais. Et je trouve que les interviews, puisqu'on en parle dans cette revue, sont très passionnants, très bien faits, longs, originaux. Et éclectiques, quoi. Éclectiques, oui. On retrouve, il y a Walter Hill, Alain Gessua. Alexandre Aja, les Français aussi. Alexandre Aja. Luc Besson. Non, il fait un bouquin. Ah, d'accord. Donc, je vous les conseille fortement. Voilà. Non, c'est tout récent. Alors maintenant, un film que vous avez vu récemment, Christian. Alors,
Moi, j'ai été voir Ghostland l'autre jour. Pascal Logier, voilà. Vraiment bien. Moi, j'aime bien ce que fait Logier d'habitude. Là, vraiment sympa. Cinémascope, très belle image. L'histoire en 2 mots, c'est une mère avec ses deux filles qui arrivent dans une maison qui viennent d'hériter. Et puis bon, ils se font attaquer par des weirdos. On pense beaucoup à Massacre à la tronçonneuse dans l'ambiance, dans les tarés qui leur courent après. Mylène Farmer, tout en sobriété. Elle est vraiment, je l'ai trouvé plutôt bien. Les 2 gamines sont vraiment sympas. Bon, c'est un film d'ambiance avec des twists. On se demande où on va et puis on se fait balader comme ça. C'est plutôt bien écrit. Un bel hommage à Lovecraft. Ça commence, le premier plan, c'est un portrait de Lovecraft. Donc voilà, c'est pas un film Lovecraftien, mais bon, on pense quand même pas mal au maître de Providence. Et à voir. Franchement, dans le genre fantastique français, ça fait plaisir de voir des films. Enfin, c'est pas vraiment fantastique, mais dans le genre horrifique, ça fait plaisir de voir que le genre existe en France. Donc surtout voir ça au cinéma, Cinémascope, voilà, je le conseille. Tu l'as vu alors ? Oui, moi j'aime beaucoup Ghostland. C'est comme toujours avec Pascal Logier, c'est extrêmement bien filmé. Le scénario est intelligent, il est un retournement de situation, on ne peut pas deviner ce qui va suivre, ce qui va se succéder. Moi je suis fan de Mylène Farmer, elle est vraiment très bien. Déjà j'avais aimé dans Giorgino il y a un certain nombre d'années. Et là effectivement elle est sobre, elle est crédible. Et c'est un film qui est aussi en plus assez choquant. Il y a des choses assez choquantes. Hein. C'est interdit au moins de 16 ans, ce qui est quand même super rare au cinéma en France aujourd'hui, moins de 16 ans. Et c'est pas pour le graphique, c'est pas pour les choses vraiment du gore, on en voit, mais c'est vraiment l'atmosphère. Et là, qu'ils aient poussé à 16 ans, c'est-à-dire la plus haute interdiction en France aujourd'hui, j'étais assez étonné. Quoi. Puis ce qui est bien, c'est que c'est un film sans concession. Ah oui, complètement. Ouais. Il n'est pas fait pour flatter le public, le spectateur, etc. On sent, oui, un peu... On sent qu'il a voulu faire ce qui lui tenait à cœur. Et c'est rare de voir un metteur en scène à la fois aussi inventif et talentueux sur le plan de la pure technique, qui est adapté à son sujet. Il filme différemment selon les protagonistes et le sens de l'histoire, et en même temps capable d'avoir un scénario en apparence simple, mais finalement très complexe. Donc il a les deux, il a le sens des histoires originales et complexes, et la qualité de la réalisation. Et effectivement, moi je trouve que c'est son meilleur film. Ouais, je comprends. Et il faut noter aussi que Pascal Logier sera membre du jury du week-end cette année. Membre, c'est ce que j'ai dit. C'est pour dire ça que tu Avec aussi Alain Chokov. Ouais, comme ça je fasse ta connaissance. Voilà. Ouais, tout à fait. Daniel, t'as vu le dernier Spielberg ? Oui. Merci. Et alors ? Oui, alors moi je voulais parler en fait de 2 films. Je voulais parler de... Alors, The Shape of Ready Player One. Non, donc je voulais dire un petit mot simplement sur Shape of Water, parce que c'est donc La Forme de l'eau, le film de Guillermo del Toro, qui est un film magnifique. Voilà, je voulais dire que moi je l'avais particulièrement apprécié. C'est un beau film, poétique et superbement interprété. Enfin bon, il a vraiment toutes les qualités, et tous les prix qu'il a obtenus sont amplement mérités. Voilà, ça. Et donc j'ai vu sinon Ready Player One, le dernier film de Steven Spielberg. Alors je suis pas un fan de réalité virtuelle, et j'étais un petit peu dubitatif avant d'aller voir ce film, et j'ai été complètement entraîné par le scénario, c'est un film d'amoureux du cinéma. Bon, on sait tous effectivement que Spielberg est un fan absolu de cinéma, mais là il le montre tout particulièrement. Les hommages à d'autres films pullulent. C'est impossible à la première vision de voir toutes les références, tous les personnages. Bon, il est aidé en cela par le fait que, comme c'est un film qui se passe en réalité virtuelle, il y a beaucoup de personnages qui ont créé des avatars, et ces avatars, ça va du Cyclope, du 7e voyage de Sinbad, à Chucky, en passant par Robocop, par Freddy, il y a
Effectivement, il y a la DeLorean de Retour vers le futur. Il y a à un moment on parle du Zemeckis Project. Il y a une très longue séquence en hommage à Shining qui se passe qui se passe à l'hôtel Overlook avec. C'est pas indigeste à force, non? Non, c'est absolument pas indigeste. C'est un film génial. Je le compare. Alors d'une façon un petit peu, il y a des points communs avec Frankenstein Jr., qui est le film de Mel Brooks, qui pouvait s'apprécier en tant que tel, en tant que comédie pure, et qui s'apprécie encore plus évidemment quand on a les clés des références qu'il habite. Voilà. Et Ready Player One, c'est pareil. C'est-à-dire le film est un film bourré d'action. C'est extrêmement plaisant. Et si en plus on connaît les références, les films d'origine, les citations de Spielberg, c'est encore plus plaisant. Voilà. Et puis il y a aussi une chose, c'est que le film n'est pas indigeste, parce que dans tout le film, c'est pas une répétition de choses, il y a une progression, et notamment une évolution de l'histoire d'amour de deux personnages qui vraiment nous prend au cœur et qui fait que le film a quelque chose a une âme, a un côté personnel qui fait qu'on le suit avec beaucoup de plaisir. Il n'y a pas que l'immersion dans la réalité virtuelle. D'accord. Merci Alain. Merci. Louis. Donc moi je suis d'accord avec Daniel sur The Shape of Water et j'ai pas encore vu le Spielberg. Donc je donnerai pas mon avis même si j'ai peur. Moi j'ai vu de récent, c'est pas vraiment récent mais j'ai vu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Burton. J'aurais rassuré tous ceux qui sont inquiets, Burton est toujours Burton et à son meilleur niveau dans celui-là. Donc les fans vous pouvez y aller, les autres continuent à pleurer. Je vais continuer à pleurer. Ça fait quand même 3 ans qu'il est sorti, non? D'accord. Il est sorti quand Black Book Fricks. Allez. Bon, moi on s'en fout, ça sera coupé. Moi j'ai vu Les flics ne dorment pas la nuit, un film de 1972 de Richard Fleischer qui est sorti chez Carlotta avec une copie sublime. Magnifique. Alors c'est pas vraiment un film avec un scénario commun comme les films policiers habituels, c'est plutôt une chronique. Il n'y a pas d'énigme à résoudre, ça montre le quotidien des tranches de vie. C'est des tranches de vie, ça montre le quotidien des policiers à cette époque. Et c'est fabuleux, c'est superbement photographié, c'est super bien filmé. Les acteurs, alors il y a Stacy Keach, il y a George C. Scott, il y a Eric Estrada qu'on a retrouvé plus tard dans Chips. Enfin, il y a plein il y a Ed Lauter, enfin il y a plein de trognes. Et en fait c'est un film qui est poignant parce qu'en fait on s'attend vraiment à découvrir la rue dans tout ce qu'elle a de plus noir, et en fait c'est plutôt l'effet que fait la rue sur les flics qu'on découvre. C'est-à-dire que ça met leur vie intime en miettes. D'ailleurs, c'est écrit par un ancien flic. C'est écrit par un ancien flic, qui a fait aussi d'autres livres qui ont inspiré d'autres films d'ailleurs. Et je ne connaissais pas du tout, et franchement je le conseille vraiment, c'est de la haute volée, et Richard Fleischer est un cinéaste passionnant, ça donne envie de voir tous ces films, parce qu'en fait au-delà de Soleil Vert, du voyage fantastique, c'est l'arbre en fait qui cache la forêt, il y a bien d'autres choses plus passionnantes derrière. C'est un grand réalisateur. Conan 2. Alain. Eh bien, parmi les derniers films que j'ai vus, il y a Pacific Rim Rising, que j'ai beaucoup aimé parce que en fait, c'est le complément du premier qui avait été réalisé par Guillermo del Toro. Là, il intervient quand même dans le film en tant que producteur et il a aussi participé à la conception des effets spéciaux du film qui sont formidables. Évidemment, aujourd'hui, on est au tout numérique, mais quand même, on peut faire une différence entre les films qui utilisent ce procédé aujourd'hui. Et là, c'est vraiment un spectacle total. On est en pleine immersion. Le film repose sur les épaules aussi de John Boyega, qui a produit le film et qui est l'acteur principal dedans, et qui est vraiment très très bien. Et puis bon, c'est un peu la même histoire de kaiju qui affrontent les Japers, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, les Jaegers. Mais on s'intéresse aux personnages, on s'intéresse à l'action, à ce qui se passe. Et pour ceux qui aiment les effets spéciaux, les films d'action, de science-fiction et tout ça,
c'est un peu comparable au bon film japonais de science-fiction des années 60-70. Et on retrouve ce plaisir. C'est pas du tout un film qui utilise, qui est une suite facile. Non, c'est soigné, c'est aussi soigné que le précédent. Et je trouve que c'est son complément idéal. Donc si on a aimé le premier Pacific Rim, c'est un film à voir également. D'accord, très bien. Patrick, on travaille, non? Non, je vous écoute religieusement, comme on dit. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Je vais vous parler de Black Panther. Je pense que pratiquement tout le monde l'a vu ici. Non, non. Ah bon, d'accord. Pas vraiment. Ça va, c'est un film de super-héros, un peu différent, vu que la plupart des acteurs sont black. Donc c'est quand même un petit peu différent que la plupart des productions de super-héros actuellement. Hein, où il n'y en a qu'un seul en général. Hein. Et donc, ce qui permet de donner une couleur et un accès intéressante. Il faut dire qu'aussi il y a le duo réalisateur et acteur de Creed qui donne quand même une touche assez intéressante. C'est pas un film du super-héros classique. Voilà. D'ailleurs, il cartonne au box-office. Absolument. Je crois que c'est un des plus grands succès de films de super-héros. Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'il a une particularité, Black Panther, et c'est peut-être aussi ce qui explique son succès. C'est un film vraiment où il y a beaucoup d'émotions. On est vraiment ému par le film, au-delà de tout ce qui est spectaculaire, etc. Et c'est cette connotation, ce côté personnel qui fait que le spectateur a une complicité avec le film. C'est bien quand dans une super production, on ne se sent pas perdu, on ne se sent pas largué et tout, et qu'au contraire, on est en pleine connivence. Et ce film a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, et je pense que ça explique son succès, plus les thèmes actuels qui sont véhiculés, qui sont très bien. C'est vraiment un super film. Bruno, ok, voilà. On va laisser Bruno se réveiller. Alors moi j'ai vu aussi récemment QV plutôt. un film qui s'appelle Bonnie and Clyde versus Dracula. Un film de petit budget de Timothy Friend avec Tiffany Shepis que j'apprécie énormément et Trent Taga. Alors là pour le coup c'est pas comme Crawler Die, on n'est pas dans du très bon film, en grande partie à cause de Trent Taga qui devient de plus en plus une parodie de lui-même en fait. C'est donc un acteur qui est spécialisé des films à petit budget, qui a commencé chez Troma, notamment dans Terror Firmer, et qui ne peut s'empêcher de cabotiner, de surjouer systématiquement, quels que soient les films dans lesquels il tourne, et qui interprète ici une sorte de Clyde, mais qui fait un peu passer pour un clown en fait. Et ce qui est vraiment dommage, puisque face à lui, il y a donc Tiffany Shepis, qui elle, pour le coup, joue très très bien, est parfaite dans le personnage de Bonnie. Alors heureusement, le film s'est réveillé un petit peu au milieu lorsqu'arrive le personnage de Dracula, qui est en fait une sorte d'animal domestique, d'un savant fou défiguré qui cache son visage recouvert par une sorte de sac à patates, et dont l'assistante est la sœur, qui rêve de liberté. Et donc là tout d'un coup le film prend une autre dimension, avec l'arrivée du vampire et de ce duo de savant fou et de sa sœur, et où les personnages des Bonnie and Clyde pour le coup s'effacent un minimum, heureusement, puisqu'encore une fois malheureusement sinon Trent Taga ruine en quelque sorte le film, qui aurait pu être beaucoup mieux s'il lui-même ne l'avait pas fait basculer dans une sorte de comédie malgré lui quoi. D'accord. Parodie ou comédie? Du coup on est un peu dans les deux, ouais. C'est Trent Taga est une parodie de lui-même qui fait que malheureusement désormais tous les films dans lesquels il joue ressemblent à une comédie, même si le réalisateur ne souhaitait pas que le film en soit une en fait. C'est un peu le problème d'embaucher Trent Taga aujourd'hui dans un film. Bruno ? Oui. Donc, pour ne pas sacrifier la tradition, c'est comme ça qu'on dit, oui. Le dernier film que j'ai vu, enfin pas vu, revu, c'est Suspiria. Tu l'avais vu au Festival du Rex? Non, je l'avais pas vu parce que j'étais trop petit, comme on l'a dit préalablement. Mais après, je l'ai vu au cinéma, oui, dans des conditions moyennes, on va dire. Enfin, sûrement, voilà. Et donc, oui, par contre, c'est important de le dire, parce que c'est vrai, que c'est la première fois, il y a eu 1 milliard, enfin, non, mais de nombreuses éditions de Suspiria sur tous les formats, et au cinéma, en DVD, en VHS, en Blu-ray, etc. Et en fait, cette édition américaine, pour le 40e anniversaire,
C'est Don May Jr., en fait, dont c'était le film préféré, qui a lutté pendant des années pour récupérer les droits du film, pour le restaurer d'après le négatif original tel qu'il était vraiment au cinéma à l'époque, et particulièrement avec sa piste Dolby Surround 4.0. Et ça, c'est hyper important parce que depuis le festival où tu l'avais passé dans ces conditions, et une projection, je crois, en France, au Japon, aux États-Unis, on l'avait jamais entendu avec ce son-là, quoi. Donc là, depuis, les Italiens le restauraient en 4K. Il y a eu une version Ultra HD 4K vraiment du film en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Mais cette version-là a cette particularité qu'elle est copyrightée par Synapse et par l'éditeur américain qui l'a sorti, avec une image, avec une restauration qui a duré 5 ans, image par image, pour chaque point de couleur. Et c'est incroyable, quoi. On peut parler d'une version définitive ? Ben écoute, après on peut jamais vraiment parler de version définitive, mais c'est réellement tel, contrairement à ce qu'on a pu voir, parce qu'il y a eu de divers remaniements au fil des années, avec une colorimétrie très différente en France comme ailleurs. C'est ce qu'il y a de plus proche de la version cinéma d'époque. Packaging est somptueux. Ouais. Par contre, j'ai vu qu'il est zone A, par contre. Oui, alors cette version-là, c'est la version qui a été limitée à 6000 exemplaires et qui est épuisée maintenant. Depuis, ils l'ont réédité en retirant ce packaging et la BO en bonus, mais bon, ça c'est anecdotique puisque la BO existe séparément. Donc voilà, c'est disponible pour tout le monde, mais par contre, oui, c'est un Blu-ray américain, copyrighté par l'éditeur, et qui est forcément loqué. Donc il faut avoir un lecteur au pot. Il faut avoir un, par exemple. Au poil. Mais l'image et le son, moi je vois le film, on le connaît tous, hein, enfin, je suppose, ou j'imagine, ou j'espère. Mais là, il y a des trucs absolument incroyables au niveau de la bande son, au niveau des séparations de son, puisque c'est du 4.0 et pas du 5.1, puisque c'était le son d'origine. Au niveau de la musique des Goblins, qui est absolument incroyable, quoi. Parce que dans le film d'Argento, plusieurs choses engendrent la peur, mais le son fait peur. Ben oui. Très bien. Ouais. On va se laisser. Merci Alain. C'est gentil d'être passé nous voir. Et ben, on se dit à la prochaine. Au revoir, au revoir. Salut. Merci. C'est là. Au revoir. Voilà. Laquelle ? C'est là. Au revoir. Celle qui est juste là en fait. Regarde ça. Le monsieur te demande de dire au revoir. Au revoir.